Madame, Messieurs, nous sommes ici présents au Connected Algeria 2025. Bienvenue sur Al24 News où la couverture continue de cet événement digital. Alors, nous avons sur le plateau Madame Hanifi Menel, directrice de ProArchive Solutions. Bonjour. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et également, nous avons avec nous Monsieur Younes Grave, consultant et expert en TIC. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors l'événement Connected Algeria 2025 se veut une passerelle entre les professionnels du numérique et du digital et les institutions gouvernementales. À quel niveau doit se situer le dialogue? Je commence avec vous, Menel. En fait, effectivement, c'est une occasion très importante pour tisser les liens et avoir une très bonne collaboration entre les institutions nationales et les acteurs du numérique. Donc, on parle des acteurs étatiques, privés, tout confondu. Donc, le dialogue, effectivement, est très important. Donc, on parle stratégie, on parle orientation et axe stratégique de l'Algérie en 2029, Inch'Allah. Donc, ce chemin va être tracé. Les grandes lignes sont importantes à maîtriser et bien sûr c'est très important d'avoir les avis des uns et des autres et surtout qu'on est entre experts et entre connaisseurs du domaine. Donc c'est une occasion incontournable pour donner son avis, ses recommandations et contribuer à cette réussite, Inch'Allah. Et je voudrais avoir votre avis, Monsieur Grard, sur la question. C'est vrai que c'est un événement important parce qu'on vit dans un monde où il y a une révolution numérique extraordinaire. Beaucoup de choses s'améliorent, beaucoup de technologies apparaissent. On a vécu dernièrement ce qui arrive avec l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Et l'Algérie qui est sur le point de lancer une stratégie de transformation digitale avec beaucoup de services électroniques touchant les différents secteurs. On doit être à la page, on doit savoir ce qui se passe à travers le monde et aussi, surtout, exploiter ces technologies pour améliorer nos services électroniques. Donc c'est un événement très intéressant parce que, premièrement, il y a des sommités qui vont donner des conférences, des panels sur tout ce qui se passe à travers le monde dans les technologies d'intelligence artificielle, cloud, il y a eu des thématiques très intéressantes. Des experts, etc. Donc, et aussi, c'est un événement important parce qu'il y a les différents acteurs nationaux, des entreprises privées, publiques et actives dans ce domaine du numérique, mais il y a aussi les administrations et les entreprises qui exploitent ces technologies pour mettre en place leur plan de numérisation. Donc c'est un espace pour échanger les idées, les expériences dans l'intérêt de tout le monde. Et justement, nous parlons beaucoup de transition numérique et digitale. Quelle est la différence entre les deux? Premièrement, il y a, disons, trois concepts. Il y a le concept de numérisation. La numérisation, c'est transformer tout ce qui est papier, vidéo, etc., en fichiers électroniques pour pouvoir les exploiter. Ça, c'est une étape très importante, sinon on ne peut pas avancer dans le domaine de fourniture de services électroniques. Le deuxième aspect, le deuxième concept, c'est la digitalisation. C'est transformer la manière de traiter ces données, c'est-à-dire tout ce que font les agents de l'administration ou bien les agents au niveau des entreprises, comment les aider à travers des outils, des logiciels pour remplacer leurs travaux et améliorer la qualité des résultats de ce que font ces agents. Donc numérisation, digitalisation. Par la suite, on a l'aspect très important, c'est la transformation digitale, c'est l'accompagnement parce qu'il y a des résistances, que ce soit au niveau des agents, peut-être une méconnaissance au niveau des utilisateurs. Et là, on est obligé de lancer des actions d'accompagnement, de vulgarisation. On parle, oui, justement, beaucoup de résistance par rapport à ces nouvelles technologies, par rapport à l'intelligence artificielle. Justement, comment pouvons-nous y remédier ou comment faire justement pour démocratiser un peu ce volet-là? C'est vrai que l'intelligence artificielle, elle fait toujours du boom sur les médias et sur les réseaux sociaux parce que ça nous a présenté des solutions extraordinaires qui étaient presque inimaginables pour l'être humain. Donc ça peut aider énormément, ça peut aider les agents de l'administration à améliorer
le rendement, ça peut réduire les complexités administratives, parce que c'est une intelligence qui s'inspire de l'intelligence humaine, Oui. mais avec une rapidité et une exactitude, une précision. Donc au lieu de traiter par exemple des données pour prendre des décisions, sans données, l'intelligence artificielle, elle peut traiter des millions de données en fraction de seconde. Tout à fait. Donc, et avoir des résultats plus performants. Donc maintenant, il y a même des actions, il y a des solutions, même au niveau des universités, des études qui se font. Comment améliorer l'administration à travers l'usage de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, ça touche tous les autres secteurs, la santé, l'éducation, le tourisme, l'agriculture. Donc l'intelligence artificielle, on va le retrouver partout, mais cette intelligence artificielle, elle a besoin d'une infrastructure, donc tout ce qui est data center, cloud, les algorithmes, et toujours cet accompagnement, premièrement, pour pouvoir mieux exploiter ces technologies, mais aussi pour tranquilliser les gens sur leur avenir, parce que c'est vrai qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y aura d'autres métiers. Donc on doit aider ces agents qui ont peur de cette intelligence artificielle pour se réadapter à de nouveaux métiers qui vont leur rendre la vie facile et le rendement beaucoup plus important. Si je permets, Justement, oui, je voulais d'ajouter un rebondir point. sur ce que vient de dire Monsieur Grard. Donc, selon vous, justement, on doit aider, on doit faire démocratiser justement ces nouvelles technologies. Selon vous, comment pourrait-on y arriver, et dans votre quotidien, comment que ça se passe? Justement, c'est-à-dire dans le même volet, donc Monsieur Grard a parlé d'un point très très important, c'est la résistance au changement. Donc elle est tout à fait humaine. Donc l'humain, il est résistant à tout changement. On change une voiture par exemple, on a besoin de quelques heures pour s'adapter à la nouvelle voiture. Donc même si la nouvelle, elle est meilleure. Donc c'est automatiquement un phénomène à gérer. Et bien sûr, il faut aussi mettre en confiance l'utilisateur ou le consommateur de cette nouvelle technologie. Mais ce n'est pas propre à l'Algérie. Hein. Non, c'est pas propre à l'Algérie, c'est humain. Oui. Donc, il faudra juste développer les bons mécanismes, entre autres l'accompagnement, qui est très très important. Donc, on ne peut pas changer les méthodes et la façon de faire du jour au lendemain. On ramène tout un système et on change la totalité. Mais on doit faire ça d'une façon progressive, expliquer, sensibiliser, communiquer et aussi accompagner. Donc, dans nos process, par exemple, de transformation digitale dans l'entreprise, donc on fait l'accompagnement pendant des durées très importantes parfois, parce que l'utilisateur a besoin d'être assisté. Donc, pour adopter cette nouvelle technologie et surtout avec tout ce qui est intelligence artificielle qui touche à tout aujourd'hui et qui arrive parfois à remplacer carrément l'être humain, mais elle fait capitaliser et elle fait valoriser son travail. Donc, il faut voir le bon côté des choses. On doit assister et expliquer à l'utilisateur comment s'adapter et comment tirer profit de cette nouvelle technologie. Alors, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Grard, de tout ce qui est data, donc et de gestion de data dans le cadre du processus de numérisation. Pouvez-vous nous expliquer un peu le rôle, justement? Pour un responsable, pour prendre des décisions, il a besoin de données du marché actuel. Par la suite, il fait une synthèse, un traitement de ces données pour prendre sa décision. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, il doit savoir, par exemple, les terres agricoles existantes, quels sont les légumes qui sont disponibles maintenant, quelles sont les capacités de ces terres. Donc, c'est des données réelles qu'il doit récupérer du terrain, mais aussi il doit savoir quels sont les besoins du marché pour pouvoir réguler, planifier, etc. Maintenant, ces données, pour les avoir, si on utilise les manières traditionnelles, classiques, on risque d'avoir des données faussées, parce que ça passe à travers les mains humaines et qui peuvent intervenir et changer ces données. Et là, ils vont induire en erreur le responsable. Et on va se retrouver avec des problèmes sur le terrain.
Pour lui, la pomme de terre, elle est suffisante. Et sur le terrain, les gens respectent. Oui. Donc, il lui faut des données en temps réel, il faut qu'il s'assure. Et pour avoir ces données, maintenant, avec toute cette technologie, on a des capteurs, on peut mesurer beaucoup de données en temps réel et envoyer ces données à travers le réseau. On parle actuellement du réseau 5G. Donc, on peut envoyer ces données, quel que soit leur volume, mais avec une vitesse très rapide, presque en temps réel, au système central, où il y a des logiciels, des algorithmes qui vont premièrement stocker ces données parce qu'on en aura besoin, il y aura d'autres secteurs qui en auront besoin, mais aussi pour les traiter et aider le décideur à prendre la décision. Quels sont les projets à lancer, quels sont les dimensionnements de ces projets. Par rapport justement à ces données. Bien sûr, par rapport à la demande, par rapport à l'état actuel des terres qu'on a, des moyens humains dont on dispose, etc. Pour avoir des résultats très proches des besoins du terrain et éviter les mauvaises surprises. Donc, ce qui se dit au niveau de l'agriculture, c'est la même chose. Que ce soit pour l'automobile, pour tout ce qui est alimentaire, transport, industrie, etc. Et là maintenant, ces données, on doit les stocker. Donc on les récupère, on les stocke, on les traite. Mais il faut s'assurer que ces données soient sécurisées. Sinon, si elles tombent entre les mains de personnes avec de mauvaises intentions, ils vont les exploiter pour autre chose. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a cette infrastructure qui récupère les données, qui traite et qui restitue les décisions à prendre. Donc, cette infrastructure, elle doit aussi être sécurisée. Parce que si elle tombe en panne, s'il y a un problème au niveau du réseau, ça va se répercuter sur le service offert aux citoyens. Et les gens vont se poser des questions. Ils vont se dire, voilà, on s'est lancé dans l'informatisation, numérisation, mais j'ai essayé de l'exploiter, je trouve le serveur inaccessible, il faut bien connexion non disponible, etc. Donc, sécuriser l'infrastructure et les équipements, les serveurs et le câblage et tout, mais aussi sécuriser les données, même au niveau stockage, mais aussi au niveau transport. Il faut veiller aussi à ce que ces données, en se déplaçant du point A vers point B, qu'elles ne soient pas interceptées et récupérées et peut-être même modifiées. Donc il y a un grand travail qui doit être fait au niveau de sécurité des données ou bien cybersécurité. Et bien sûr, on voit à travers le monde beaucoup de pays qui subissent des attaques, des cyberattaques et qui peuvent mettre en péril certaines entreprises. Donc il faut qu'on prenne en charge sérieusement cet aspect à travers des solutions diversifiées et surtout lancer des actions concrètes pour entrer en partenariat avec des fournisseurs de solutions, mais aussi à moyen terme développer nos propres solutions parce que ça rentre dans le cadre de la souveraineté numérique, préserver notre indépendance technologique parce qu'il est dangereux d'être dépendant de technologie d'un pays ou bien d'un fournisseur. Oui, nous y reviendrons un peu plus tard sur l'aspect sécuritaire. Je voudrais avoir votre avis justement, Manel. Donc la gestion de la data sous-entend une gestion électronique de la data via la numérisation des documents. Parlez-nous un peu de cette niche en plein essor en Algérie. Comment sécuriser des documents dématérialisés et optimiser leur gestion ? Effectivement, c'est-à-dire l'exploitation et tout ce qui est gestion de data commence par la numérisation. On parle de la numérisation quand on a des données qui sont en format papier, en format hard, c'est-à-dire matériel. On fait la dématérialisation. Donc l'objectif numéro 1, c'est d'exploiter ces informations-là. Parce que quand on a des informations qui sont saisies sur des solutions informatiques, logicielles, on peut avoir des erreurs. Mais, qui m'a le proverbe très connu, c'est-à-dire thiqa fil wathiqa. Donc quand on revient au document qui est authentique avec la signature et tout ce qu'il faut, donc c'est là où on peut récupérer la bonne information. C'est là où la numérisation vient vraiment ajouter voilà, c'est la vocation approbatoire des documents. Donc l'information, elle est authentique, elle est récupérée de la source sûre qui est le document, mais ça n'empêche pas qu'on utilise et qu'on peut exploiter toutes
les mécanismes et les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle par exemple. Aujourd'hui, avec tous les mécanismes d'intelligence artificielle dans l'OCR, on peut capter carrément le contenu de tout un dossier entièrement en quelques millisecondes. Donc l'information, elle est là, mais on se trouve avec des big data. Donc ça nous emmène directement vers la gestion et bien sûr l'exploitation des nouvelles technologies big data. Donc effectivement, la numérisation, elle est là pour répondre aux besoins de capter, récupérer et stocker, importer les informations et les données, mais elle répond aussi à la tendance et à la nouvelle technologie, parce qu'on est dans un monde qui ne cesse pas de développer. Et les mécanismes qui ont été utilisés lors de début de notre travail en 2006-2008, c'était la saisie, la récupération manuelle et l'OCR qui était vraiment limité. Mais aujourd'hui, on a une récupération plus importante, massive, d'une qualité meilleure. Elle s'étend même sur plusieurs langues. Avant, on avait des problèmes d'OCR sur la langue arabe. Aujourd'hui, on a des recherches très très avancées là-dessus parce que la langue arabe, elle a ses spécifications. C'est pas aussi facile que capturer l'arabe automatiquement que le latin. Oui. Aujourd'hui, on a des avancées très très importantes là-dessus. Donc, on peut très très bien parler de big data, parler de la gestion et de l'analyse en masse des informations. L'objectif et le sort final, c'est d'exploiter ce qu'on a et optimiser ce qui est à avoir, c'est-à-dire le futur, et tracer surtout des stratégies. Parce que, comme précédait M. Grar, si on n'a pas des informations fiables, on ne peut pas prendre des décisions fiables. C'est normal, le résultat sera erroné. Donc il faut qu'il y ait une exactitude. Et l'erreur, c'est-à-dire, et le résultat peut être vraiment plus important, parce que si on prend un résultat biaisé sur des résultats erronés, donc les décisions peuvent être erronées, et le problème pourra être plus important. À plus grande échelle. Voilà. Oui. On va dire que plus il y a de la data, et on aura besoin de plus gros cerveaux, on va dire ça comme ça. Pour la gérer, c'est le rôle des data centers. Où en sommes-nous, c'est-à-dire je parle de l'Algérie, par rapport à ces infrastructures, Monsieur Grar? On a besoin de centres de données où il y aura des serveurs qui vont stocker ces données, qui vont stocker aussi les plateformes, les applications, les logiciels, pour que ces applications soient accessibles par les citoyens ou bien par les entreprises, les administrations pour pouvoir les exploiter. Donc l'Algérie s'est lancée dans ce genre de projet. On est sur le point de finaliser, j'espère, rapidement le data center national où toutes les applications seront hébergées, toutes nos données seront hébergées et éviter d'héberger ces données à l'étranger parce que ça touche à notre souveraineté numérique. Premièrement parce que ces données, lorsqu'on les héberge ailleurs, ça risque de nous mettre dans le péril parce que... Y a-t-il justement une stratégie qui se dessine? Bien sûr, parce que le fait d'héberger nos données ailleurs, ces données peuvent être exploitées par l'hébergeur. Donc, ils peuvent être bien ou mal exploitées. Elles peuvent être même modifiées. Et ça va nous induire en erreur. Oui. Mais l'autre problème, c'est que cet hébergeur, s'il arrive à disparaître, c'est une entreprise qui fait faillite. Oui. Comment est-ce qu'on va faire pour nos données? Donc, il y a beaucoup de risques. Mais il est préférable d'avoir nos propres serveurs ici en Algérie. C'est le but de ce data center national. Mais il est préférable d'avoir 2 ou 3 parce qu'on risque d'avoir des problèmes de rupture, de maintenance, etc. Donc avoir 2 ou 3 solutions redondantes pour éviter tout problème d'accès à ces plateformes. Est-ce que c'est en cours ou c'est en projet ou justement pour sécuriser Comment pouvez-vous nous dire si vraiment la stratégie est mise en place ou c'est une... Bien sûr, au niveau de la stratégie, elle est importante parce qu'elle doit premièrement veiller à ce que ces data centers existent et soient opérationnels. Deuxièmement, il faut que ces data centers suivent l'évolution technologique. Donc il faut qu'on ait des gens qui font de la veille technologique pour qu'on s'adapte avec les nouvelles technologies. Parce que plus on prend de retard, plus ça va se répercuter sur les délais de réalisation. Oui. Quelqu'un qui a un téléphone depuis 3-4 ans,
c'est sûr qu'il sera moins rapide que quelqu'un qui a le dernier modèle. Oui. Parce que Ça c'est va plus vite, rapide, oui, il y a beaucoup oui. plus d'applications, beaucoup plus de facilité, etc. Donc la même chose pour les data centers, le cloud, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc. Donc il faut s'adapter aux nouvelles technologies et il faut être très réactif. Plus on prend du retard à suivre ce qui se fait à travers le monde, plus ça se répercute sur la réussite de cette stratégie nationale de transformation digitale ou qui, bien sûr, cette stratégie de cybersécurité, etc. Donc on est obligé de suivre et là, donc, nos décideurs doivent être conscients que tout retard dans le traitement des dossiers, des agréments, les autorisations, dédouanements, etc., ça va se répercuter oui. sur la réussite de ces projets. Donc il faut faire ce que font les autres pays qui sont à la pointe de ces technologies. Heureusement pour l'Algérie, on est en contact avec les pays qui sont très en avance. On a beaucoup d'Algériens qui sont aux États-Unis, en Chine, en Europe, et qui sont dans des grandes entreprises dans le domaine. Pourquoi pas exploiter oui, tout à fait. Toute cette richesse pour qu'on soit à la page, pour qu'on dépasse l'étape de simple consommateur, oui, mais au moins de participateur à la conception de ces technologies ou à la réalisation de ces plateformes. Être acteur, pourquoi pas voilà, un producteur de ces technologies. Il y a des pays qui étaient très en retard et maintenant ils sont devenus très puissants dans ce domaine. L'exemple de la Chine, ça fait 50 ans, elle était à la traîne dans le domaine des technologies. Maintenant, c'est le numéro 2, si ce n'est pas, le numéro 1 de ces technologies. Donc il faut suivre ces... On a tous les moyens justement pour y arriver. Bien sûr, on peut... Il faut être très réactif, il faut être très intelligent. Et on revient à la efficace. réticence. Hein. Je pense que la réticence, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la réticence justement fait qu'on a du mal à sauter le pas et donc on prend du retard par rapport à certaines décisions. En fait, la stratégie, elle était bien tracée, c'est à mon propre point de vue, parce que personnellement, c'est-à-dire de près, j'ai suivi le projet. Donc, il y a eu l'implication de tous les secteurs. Donc, c'est vraiment l'équipe opérationnelle, IT, de tous les ministères qui a été impliquée dans ce projet-là. Donc, ça fait bien sûr une richesse, ça fait quand même la prise de conscience de tous les aspects. Voilà, lié à la réticence, lié aussi à la masse importante des données qu'on doit héberger dans le fameux data center si attendu. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a aussi beaucoup de travail qu'on doit effectuer au niveau uniformisation. Donc, on doit avoir un système uniforme, on doit parler le même langage. Donc, c'est comme des êtres humains. Les solutions, s'ils ne parlent pas le même langage, si on n'est pas au standard, on ne va pas pouvoir connecter deux solutions entre elles. Et malheureusement, chacun a fait quand même comme il pouvait pendant des années. Donc, on a des solutions métiers qui ont été développées en interne. On a des solutions qui ont été carrément acquises. Donc à la fin, on arrive en tant que plusieurs secteurs, tous les ministères, comme un exemple d'institutions qui sont les premiers concernés par ce projet stratégique, où chacun a son bagage. Et le tout doit être hébergé dans la même solution avec une connexion entre les différentes solutions. Parce que c'est pas logique qu'on aura un seul data center et qu'on arrive à saisir la même information ici et par là. Donc c'est pour optimiser et pour gagner uniformiser, gagner en performance. Donc c'est pas la peine d'avoir des redondances et sinon on va perdre en espace et tout ce qui en suit. Donc vraiment c'est un grand travail qui est en train d'être fait, d'être réalisé. Vraiment, c'est-à-dire on souhaite du bon courage à l'équipe qui mène ce projet. La réticence sur ce projet-là, elle est moindre parce qu'on a affaire à des techniciens. Donc, les IT en général, c'est des gens de métier. Ils savent vraiment l'importance et les avantages d'un tel travail. La réticence, vraiment, on va la toucher quand on aura à exposer et à présenter le résultat au grand public. Là, il faut faire un grand travail au consommateur final. Donc, quand on parle d'un data center national, le consommateur final, c'est le citoyen. C'est le citoyen. Et donc, vous imaginez le nombre travail doit être fait déjà. important
important de la population. Donc le travail doit être fait et je pense qu'il est déjà en cours parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation. Oui. Aujourd'hui, tout le monde parle de la digitalisation et de la transformation digitale. Et même, c'est-à-dire dans la rue, on entend dire oui, Raqmana et tout. C'est bien, c'est-à-dire c'est une sorte déjà de communication qui est avantageuse et qui est bénéfique. On prépare le terrain pour que ce consommateur sera prêt à adopter le futur système qu'on souhaite vraiment qui sera très prochainement. Très prochainement. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Peut-être un dernier mot, Monsieur Grard. J'espère que ce genre d'événement soit bien exploité. Il faut qu'il y ait des passerelles entre secteur privé et secteur public sans aucun complexe. Mais aussi, il faut impliquer les universités, les centres de formation professionnelle, les start-up pour adhérer à ce projet. Donc cette stratégie, on doit y communiquer. On doit communiquer beaucoup pour que les gens soient au courant de ce qui se fait, de ce qui est tracé, quels sont les objectifs à réaliser, les délais à respecter, pour impliquer le maximum du monde parce qu'on a besoin de beaucoup de compétences, beaucoup de moyens humains, beaucoup de volonté pour réussir ce genre de projet. Et on n'a pas le choix, on est obligé de le réussir. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Al24 News et n'oubliez pas, restez connectés.